Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'oscilloscope. Hein. Ah, et comment choisir son premier oscilloscope? Parce que je serai pas toujours là pour vous guider et puis faut que vous sachiez être un minimum autonome. Alors, comment qu'on va faire? Hein, parce que quand on regarde une page de description d'oscilloscope et de ses caractéristiques, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important? En tant que débutant, le premier oscilloscope que vous allez prendre va pas falloir faire le difficile et viser trop haut. Hein. Parce que si jamais vous en avez marre de l'électronique, vous aurez dépensé 1000 € dans un appareil qui ne vous sert plus à rien au bout de 2 ans. Donc, du coup, je me suis fait une charte que je vais vous partager aussi. Hein, vous la trouverez dans la description. Et puis, je vais vous la refaire. Enfin, je vais vous la faire, la charte, là, sur le papier comme ça. Et puis, voilà. La première question qu'on va se poser, bizarrement, ça va pas être le prix. Ça va être surtout, est-ce que je me déplace fréquemment ou pas? Hein. Donc, déplacement. Déplacement fréquent. Typiquement un étudiant, hein, si toutes les semaines il rentre chez lui et que pendant son temps libre il veut faire de l'électronique, ou alors pour ses études il faut qu'il fasse des expérimentations, bah, il va pas trop y avoir le choix, quoi. On va pas, il va pas se trimballer ce truc-là toutes les semaines de son internat à chez lui, hein, surtout s'il doit en plus prendre le train comme moi, hein, dans ma Picardie, si je dois monter à Paris ou Lille pour faire mes études d'électronique, ça va pas être possible dans le sac. Hein. Et en plus, en internat, je vais pas forcément avoir la place pour poser mon atelier. Donc ça va pas être possible. Du coup, qu'est-ce qui reste? Eh ben, il reste les petits oscilloscopes qu'on dit USB. Hein. La contrepartie de ça, c'est qu'il faut se trimballer un ordinateur portable. Mais les jeunes de maintenant, ils ont des ordinateurs portables, euh, tous, ou alors on peut demander l'accès à un ordinateur portable à un copain de chambre. Hein. Donc, la première contrainte, c'est est-ce que je me déplace ou pas? Vous voyez bien, avant même de parler du prix. Donc, hop, du coup, ça va se séparer en deux branches comme ça. Donc, oui et non. Et on va commencer par oui, je me déplace. Je suis un étudiant et j'ai pas beaucoup de sous. Hein. Donc, quand on fait oui, le premier type d'oscilloscope qui va tomber, bah, c'est les oscilloscopes USB. Donc, j'abrège en oscillo, hop, USB. Une fois qu'on a dit ça, c'est le prix, combien je peux mettre. Donc, la deuxième question, c'est le prix. Hein. Et typiquement, on a deux catégories de prix. 150 € et moins pour le très entrée de gamme, le basique du basique, et 300 € et plus pour avoir pratiquement un atelier d'électronique complet qui tient dans un appareil USB qui est à peu près gros comme ça. Donc on a le budget 150 € et le budget 300 € et plus. Et là, on va tomber à 150 €. Il n'y a pas trop le choix, hein, en termes de qualité et tout. Philippe de Merliac avait fait le test. Il y avait une autre personne qui avait fait un test de cet oscilloscope, mais je ne me souviens plus qui. Je vous mettrai dans la description le lien vers la vidéo de Philippe de Merliac qui a fait un test. À 150 €, vraiment, il n'y a qu'un seul oscilloscope USB qui tire son épingle du jeu. Hein. Un seul. Et c'est le O1 VDS
1022i. Hop là. Donc, hop. Hop. Donc, le VDS 1022i. C'est un oscilloscope 25 MHz. Il est à 100 méga échantillons par seconde. C'est un peu juste, mais quand on est en déplacement et qu'on a juste besoin d'un oscilloscope et qu'on a un ordinateur portable, ce truc-là, il fait l'affaire. Hein. Franchement, il fait le taf. Donc, un étudiant qui a pas de sous mais qui veut faire des expérimentations électroniques quand il se déplace avec de l'Arduino et tout, il peut prendre ça. Hein. Donc, lui, il est, comme je vous l'ai dit, 25 MHz de bande passante. C'est 100 méga échantillons par seconde. Et il faut ordinateur portable. Ordi portable nécessaire. En plus. Voilà. Voilà. À 300 € et plus, la bestiole en question, c'est l'analogue. Analogue. Oula. Discovery en version 2. Il doit rester des 1 qui traînent, mais l'analogue Discovery 2 est tellement meilleur que voilà quoi. Hop. Mais ça, c'est à partir de 300 €, même en tarif étudiant. Hein. Enfin, en tarif étudiant, vous l'avez à poil à 250 €, quelque chose comme ça. Il faut mettre un petit peu plus pour avoir les sons d'oscilloscope comme moi j'utilise. Parce que l'analogue Discovery, je vais vous mettre une photo, vous allez voir. De base, il n'y a pas l'extension pour avoir les sons d'oscilloscope normal. Hein. Et ça peut être gênant dans certains cas. Donc quand on veut la complète en tarif étudiant, il me semble que c'est 350 € pour la totale en tarif étudiant. Hein. Alors pourquoi ce truc-là c'est intéressant comparé à ça? Parce que pour le double du prix, vous allez me dire, ouais, bah il a intérêt à avoir des caractéristiques bien meilleures que ça. Hein. Et ben non, il n'a pas des caractéristiques tant meilleures que ça. Hein. C'est 25 ou 30 MHz, 100 méga échantillons par seconde. Bah, du coup, qu'est-ce qui justifie le double du prix? Ce truc-là, donc le One VDS, là, c'est un simple oscilloscope. Lui, qu'est-ce que c'est? Donc lui, il y a l'oscillo dedans. Oh putain, j'ai écrit comme un porc. Il y a l'oscillo, il y a une alimentation stabilisée. Alim stabilisée. Elle fait pas du 5 volts. De toute façon, si vous utilisez une carte Arduino à côté, elle est alimentée en USB, donc c'est pas vraiment un problème. Du coup, ça c'est en alimentation séparée. Il y a donc une alimentation stabilisée. Il y a un générateur de fonction. Hein. Du coup, si vous voulez simuler une puce électronique d'un signal particulier qui va vers l'Arduino pour voir comment répond l'Arduino si ça marche bien, vous pouvez le faire avec ce truc-là. Ensuite, il y a quoi dedans déjà Ah mince, comment ça s'appelle? Un truc de spectre là. Analyseur de spectre. On trouve ça dedans aussi. Donc l'oscillo, la lime stabilisée, générateur de fonctions, analyseur de spectre. Et il manque un dernier appareil, l'analyseur logique. Voilà, donc pour 350, 380 € en tarif étudiant, vous avez un truc qui fait à peu près cette taille-là, et il y a tout ça dedans. Ça pèse 200, 250 grammes grand maximum, donc même si vous prenez l'avion pour partir aux États-Unis, ça va pas vous alourdir beaucoup. Hein.
Donc ça, c'est l'avantage de cette bestiole-là. Mais faut raquer 300 à 380 euros pour la complète. Bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a d'autres options? Oui, il existe d'autres options. Mais les références, ça reste quand même ces deux trucs-là. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on se déplace fréquemment? Non, on a accès à un atelier. Ok. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir prendre ce genre de bestiole-là pour chez soi. Hein. Hop. Et du coup, les bonnes caractéristiques à avoir pour ce petit machin-là, c'est quoi? Hein, en fonction déjà du prix. Alors pareil, donc là on va choisir le prix et on va faire les deux mêmes catégories. 150 euros et 300 euros et plus. Vous inquiétez pas, vous aurez un beau schéma beaucoup plus joli. Là, je fais ça à la va-vite parce que j'en ai marre que c'est la 5e fois que je refais la vidéo parce qu'à chaque fois j'oublie des trucs ou que je pars dans tous les sens. Et bah pour 150 euros, qu'est-ce qui nous empêche de reprendre ce truc-là? Hein? On peut le prendre lui. Hein, on a la place pour avoir un ordinateur dans son atelier. Lui, quand on n'a vraiment pas de thunes, c'est une option viable. Hein? Bon. Sauf que pour 150 euros, quand on a la place, il y a une autre option. Il y a ce qu'on appelle les oscillos analogiques. C'est des monstres, mais vraiment des monstres. Hein. C'est des trucs qui pèsent 15, 20, 25 kilos, qui ont entre 15 et 25 ans, mais que vous pouvez récupérer pour une bouchée de pain. Hein, c'est des trucs d'occasion en général. En plus, c'est des trucs qui sont increvables ou presque. Hein. Donc, on peut les récupérer sur eBay, sur des sites d'annonces ou même dans des lycées professionnels et technologiques, notamment les lycées qui font génie électronique, électrotechnique. Pourquoi ils auraient des vieux oscilloscopes? Ben parce que moi j'ai travaillé dans un établissement comme ça, hein, où ils faisaient génie électrotechnique. Bon, ça s'appelle plus comme ça maintenant, ou alors génie électronique, c'est pareil. Hein. Ils ont un grand entrepôt où ils entreposent ce qui fonctionne plus ou ce qui a été remplacé au fur et à mesure des années. C'est entreposé là-dedans. Et après un certain temps, quand ils ont besoin d'espace, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent une entreprise qui va venir les débarrasser. Et tout ce qui fonctionne ou qui fonctionne pas va être jeté à la décharge. Hein. Ça va être mis en déchetterie. Ça va pas être recyclé, rien de tout ça. Non, ça coûte trop cher pour les établissements scolaires. Ce qu'ils font, c'est qu'ils jettent. Et ils appellent une entreprise comme ça tous les 2 ou 3 ans parce que ça coûte cher de faire enlever parce que c'est plusieurs tonnes de matériel que dans mon établissement et c'était un établissement de 800-900 élèves. Hein, donc c'est plusieurs tonnes de matériel qu'ils se déchargent d'un coup. Donc si vous vous pointez dans un établissement comme ça et que vous dites bah voilà bah moi est-ce que vous avez du matériel que vous pouvez enfin que moi je peux récupérer, oscilloscope, générateur de fréquences, multimètre, tout ça, n'hésitez pas à demander à ces établissements-là. Pour une bouchée de pain, genre pour 150 euros, vous repartez avec un laboratoire complet. Tu rachètes ça 100-150 euros et puis t'es bien quoi. Donc, alors, comment on choisit son oscilloscope analogique? Bah déjà, la fréquence c'est de 20 à 100 MHz. De 20 à 100 MHz, faut pas aller plus haut que 80 à 150 euros, frais de port compris. Pourquoi? Parce que généralement, ils vous fournissent pas les sondes. Il faut réserver une petite quarantaine d'euros supplémentaires pour l'achat des sondes. Hein. Donc prévoir le coût des sondes.
Donc on va prendre du 2 voix, hein, mais si vous pouvez en choper un à 4 voix, c'est tout aussi bien, 2 voix ou plus. Vérifiez qu'il ait le mode X plus Y. C'est très intéressant pour ce qu'on appelle faire des figures de lissage-joue. C'est notamment utile pour faire le kéké avec de la musique d'oscilloscope. Hein, je vous mettrai en lien dans la description une petite vidéo de musique d'oscilloscope. Vous allez voir, c'est génial ce truc-là. Et puis, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire attention en fait. Alors si après, il faut bien faire attention que l'écran qu'on appelle le graticule ne soit pas marqué, qu'il n'ait pas de traces de brûlure, ce genre de truc là. Il faut faire attention aussi parce qu'à une époque, dans les années fin des années 80, 80 et début des années 90, il y a eu une période de transition analogique numérique et on s'est retrouvé avec des oscilloscopes que j'appelle hybrides. Hein, ils sont entre les deux, donc c'est des oscilloscopes analogiques, mais ils ont des capacités de mémorisation des signaux. Évitez-les autant que possible. Je peux vous recommander des marques, mais après c'est plus quelles sont les marques à ne pas recommander. Hein. Il n'y en a pas vraiment à vrai dire. Hein. En marque connue, mais que vous allez éviter, il y a Tektronix. Pourquoi? Parce que l'oscilloscope bas de gamme 50 MHz, 22-15 par exemple, généralement ils partent à plus de 150 € ces trucs-là. Alors que vous prenez du Philips, du AMEG, alors Philips, AMEG, qui est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Metrix, ou alors c'est avec 2T, Metrix, peu importe. Yamaha, HP, hein, Hewlett Packard. Voilà. Généralement, ces marques-là sont un peu moins recherchées par les gens. Tektronix, c'est vraiment, c'était la référence en son temps et ils sont trop chers. Ils sont devenus trop chers par rapport à leur valeur actuelle. Hein. Donc, si vraiment vous n'avez pas le choix pour un oscilloscope analogique pas cher, vous prenez une de ces marques-là. Faites gaffe quand c'est pas spécifié en général. Euh, c'est généralement des oscilloscopes 20 MHz et évitez de les prendre à plus de 100 euros. Pas plus de 90-100 € frais de port compris pour les 20 MHz. Alors c'est chiant, c'est long à trouver. Mais il est possible de trouver comme moi un oscilloscope HP 100 MHz avec tout un tas de fonctionnalités qui sont super intéressantes en 2 voix pour 115 € frais de port compris. Bon, il n'y a pas les sondes, hein, mais si on ajoute les 40 € pour un couple de sondes 100 MHz, on est dans notre budget des 150 €. Alors ces offres-là sont assez rares en Europe à trouver et il faut pas se limiter au marché français. Hein, faut pas hésiter à contacter des vendeurs allemands. Les vendeurs anglais ont généralement des bonnes offres, mais ce qui tue l'offre, c'est les frais de port pour les faire arriver en France. Voilà. Donc ouais, non, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur les analogiques. Hein. Hop. Et à 300 €, ce qu'on va prendre, bah, c'est les oscillos numériques. Comme lui là. Voilà. Et là, faut faire attention. Parce que là, vous voyez, en termes de caractéristiques, on fait attention à ce qu'on appelle la bande passante analogique. Le prix, il faut pas qu'il dépasse un certain prix, sinon ça vaut plus le coup. Qui est 2 voix, qu'il ait le mode XY et la marque. C'est tout ce qu'on a besoin de faire attention. Sur les numériques, là, ça devient un peu casse-bonbon. Moi, ce que je vais vous recommander pour du numérique, déjà, c'est la fréquence, enfin la bande passante analogique de 50 à 100 MHz. Pas plus, parce qu'après, les prix s'envolent.
Pour le prix, on va aller de 300 jusqu'à 380 €, port compris. On va prendre du 2 voix, parce que le 4 voix, c'est à partir de 450 € et puis c'est hors budget. Mais si vous tombez sur, comme moi, un oscilloscope 4 voix à 300 €, sautez dessus. Hein. Franchement, sautez dessus. Et là, on s'en fout du mode XY parce qu'il est déjà intégré là-dedans, que ça fait partie des modes de base. Ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est que comme il y a une conversion d'un signal analogique en signal numérique, il y a quelques caractéristiques qui sont liées à ça, auxquelles il faut faire attention. Alors la première caractéristique, c'est la fréquence d'échantillonnage. Et elle doit être au moins à 10 fois supérieure à la bande passante analogique. Donc c'est 10 fois bande passante analogique. Donc ça veut dire que on serait en gigahertz pour du 100 MHz. Sauf que on calcule pas comme ça. Hein, je vous ai dit que c'était un échantillonnage. Donc c'est 1 giga échantillon, 1 giga échantillon par seconde. Aussi, en anglais, c'est marqué 1 GSA par seconde. SA, c'est pour sample, qui est la traduction d'échantillon. Hein. Donc maintenant qu'on a échantillonné notre signal, il faut le stocker en mémoire. Hein. Et donc pour ça, il faut une capacité en mémoire suffisante. Et Dave Jones a dit, hein, le gars de EEV Blog, la référence du net là-dessus, qu'il faut 1 mégaoctet minimum par voix en principe. Mais si c'est pour 2 voix, ça peut passer. Ça va être un peu étriqué, mais ça passe. Et ça peut être marqué aussi 1 mégabit. Donc 1 mégabyte. Hein. Donc 1 MO ou 1 MB, c'est la même chose. Par contre, il se peut que la description du produit essaye de vous arnaquer en vous mettant un nombre de points. Alors, comment qu'on fait pour faire la traduction du nombre de points en capacité comme ça? Alors, il faut regarder ce qu'on appelle la résolution verticale. Parce que pour chaque point, il faut l'encoder sur un nombre de bits particulier. Et la résolution verticale de 95% des oscilloscopes est de 8 bits. Hein. Donc ça, c'est encodage ou résolution verticale. Ok. Donc maintenant, admettons, le constructeur de l'oscilloscope qu'on a devant les yeux nous dit, eh bien, il y a 16 000 points. Donc 16K pour 16 kg, 16 000. Hein. Donc ça fait 16 000 points. Ok. Donc si je multiplie 16 000 par 8, sachant que 8 bits c'est aussi un octet, hein, on n'oublie pas. Donc ça nous fait, alors, 16 fois 8, c'est égal à 6 fois 8, 6 fois 7, 42, 48, si je dis pas de bêtises. Donc on garde 8, et ça fait 128, on met le K, et puis le O pour l'octet. Et là on a 128 kilooctets, et dans le meilleur des cas, c'est par voix.
Sachant qu'on en a deux et que généralement les constructeurs chinois qui veulent vous arnaquer, ils vous mettent 150 kilooctets pour les deux voies. Donc ça veut dire qu'il faut en plus diviser par deux. Hein, et ça, c'est dans le meilleur des cas. Alors, du coup, si on divise par deux, on a 64 kilooctets par voie. Ce qui est strictement ridicule. Hein. Du coup, quel est le minimum de points si jamais on nous donne que les points? Alors moi, je vais vous le dire. Hein. Pour faire 1 mégaoctet, donc 1024 octets, enfin kilooctets, on va diviser ça par 8. Hein, parce qu'on sait que 1 mégaoctet, c'est 1024 octets. Alors ici, ça fait donc 8. 10 divisé par 8, ça fait 1. Il reste 2. Ensuite, on abaisse le 2. Et là, il y a combien de fois 8 dans 22? Bah, il y en a 2 fois. Hein, ça fait donc 16. Oui, c'est ça, 16. Il reste 6. On abaisse le 4. Et là, 8 fois 8, 64. Donc il faut 128 000 points pour avoir 1 mégaoctet. Et ça, si c'est divisé sur les deux voies, c'est pas très grave. Et ça, c'est vraiment le minimum du minimum. Hein. Donc c'est 1 MO ou 128 000 points. Ou plus. Plus il y en a, mieux c'est. Voilà. Donc une fois que vous avez ces caractéristiques-là qui sont vérifiées, il y a des marques qu'il faut... Il y a des bonnes marques. Hein. Par exemple, dans les marques, on a Raigol. Hein. On a aussi la mienne. Hein. Je suis là. Si on regarde la marque ici, c'est un GW Instech. On voit que c'est une mémoire de 2 mégas. Sauf que ce qu'ils vous disent pas, qu'il faut lire attentivement dans la notice, c'est que c'est 2 mégas sur une seule voie. Donc ça veut dire que si on utilise les deux voies, c'est 1 méga par voie. Hein. La fréquence d'échantillonnage ici, c'est 1 giga sample par seconde à 70 MHz. Donc ça, la fréquence d'échantillonnage est plus de 10 fois supérieure à ça. C'est cool. Et du coup, ça veut dire que plus tard, quand j'aurais pas peur de le cramer, lui, je pourrais tenter de le hacker pour débloquer sa fréquence d'échantillonnage, sa bande passante analogique à 100 MHz. Parce que les oscilloscopes numériques, généralement, ils sont en famille. Hein, c'est-à-dire qu'on a récemment, ce qui se fait beaucoup, c'est 70, 100, 200 MHz pour la partie analogique. Hein, voilà. Et parfois, ils ajoutent même du 50 MHz ici. Alors, qu'est-ce que font ceux qui ont un peu d'expérience? Ils achètent le très bas de gamme ici, qui est pas cher, généralement entre 250 et 300 euros à 50 MHz, et ils le débloquent à 100 MHz ou 200 MHz. Voilà. Et les marques pour lesquelles c'est possible de manière assez simple, donc il y a Raigol, GW Instech, O1 et Siglent. Siglent étant la meilleure marque du bas de gamme. C'est un constructeur chinois, mais Siglent, c'est généralement ce qui va vous proposer, c'est la marque qui va vous proposer le meilleur compromis performance-prix. Il y a un équivalent, ils ont un équivalent, c'est le 1070 CML Plus chez Siglent par rapport à mon Instech. Et l'écran il est plus grand, le Siglent est plus rapide, il a des fonctionnalités supplémentaires que je n'ai pas, pour le même prix, voire moins cher.
Si vous voulez vous acheter un oscilloscope numérique neuf, moi, la marque que je vous recommande le plus, c'est celle-là, Siglent. En deuxième vient Rigol. Par contre, elles ont tendance à être plus chères que les autres marques. Owen et Instech, j'en ai marre de dire GW Instech, les Owen sont plutôt des oscilloscopes lents. Mais genre lents. Hein. Déjà que le mien, le Instech, c'est pas forcément un foudre de guerre en termes de vitesse, mais les Owen sont encore pires que les Instech. Le problème des Instech, c'est que ils sont plutôt sur la marge haute en prix. Hein. Moi, je suis tombé sur un coup de bol sur eBay de mon Instech là, à 250 euros. C'est limite tombé du camion à ce prix-là en neuf. Hein. Bah, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Il y a bien plus de choses à dire que ça sur les oscilloscopes numériques. Mais quand on débute, franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Hein. Bah voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Il y a plus de choses à voir, mais ça serait quand on commence à avoir de l'expérience et qu'on remplace son oscilloscope, quand on comprend les limitations de l'oscilloscope qu'on possède actuellement et qu'on a besoin de fonctionnalités ou de certaines caractéristiques bien particulières. Hein. Là, si vous respectez ne serait-ce que ça, vous allez voir que votre oscilloscope numérique, vous allez le garder pendant des années avant d'en changer. Hein. Donc, j'ai fait le tour de la question pour comment choisir un oscilloscope quand on débute, suivant son budget. Vous trouverez en description des liens vers les magasins où trouver les oscilloscopes. Je vous laisse faire votre choix. Hein. On peut discuter sur le forum, que vous trouverez sur le forum électro du dimanche, quel modèle correspond le mieux si vous trouvez autre chose que je n'ai pas mentionné là, ou alors que vous avez des questions pour vraiment être sûr. Les magasins que je vais vous donner donnent en général les prix hors taxe. Donc si vous voyez 300 euros, ajoutez 20% de TVA dessus à l'avance. Hein, vous ne faites pas avoir. Si c'est marqué 300 euros, comptez 360 euros plutôt que 300 euros. Hein. J'espère que la vidéo vous a appris quelque chose, qu'elle vous a été utile. Et à une prochaine!